Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du projet Rotation Objectif 4 pour 1000, qui est donc un projet que l'on mène entre plusieurs organismes depuis 2017 avec différents organismes. Pour vous parler de ce projet, je m'appuierai également sur le témoignage de Jacques Alabert, qui est président du GI2E Concersol, qui est un GI2E engagé dans l'agriculture de conservation et qui est vraiment à l'origine de ce projet. Pour commencer, à l'origine de ce projet, il y a ce GI2E, Concersol, composé de 34 adhérents d'Ariège, et qui sont en production à la fois de grandes cultures et de polyculture élevage, qui a démarré en 2014. Et au départ, c'était vraiment sur le développement des couverts végétaux que ce groupe s'est réuni. Il a été labellisé GI2E. Et ensuite, les questions se sont posées de la manière d'aller plus loin dans l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire avec d'une part finalement deux opportunités. D'une part, allonger les rotations et puis d'autre part, l'apport d'amendements organiques, sachant qu'on est dans un contexte avec des taux de matière organique qui posent des soucis aujourd'hui, ou en tout cas qui attirent l'attention des agriculteurs. Alors, allonger les rotations, oui, mais ça suppose de diversifier les productions, donc ça pose la question des débouchés et du partenariat avec des organismes de collecte. Et deuxième chose, apporter des amendements organiques dans les champs, c'est une idée intéressante, mais ça suppose là aussi d'en trouver et de collecter. Et puis on s'est rendu compte en construisant ce projet, qui était très ancré sur cette question-là, du renforcement de l'agriculture de conservation, que la question se posait et du lien avec ce qui pouvait être également favorable pour la société, avec la possibilité de contribuer à l'atténuation du changement climatique à travers les objectifs 4 pour 1000. Donc ce projet, il a quatre objectifs. Il a un objectif climatique, très clairement, autour du stockage de carbone dans les sols, dans l'objectif de contribuer à l'atténuation du changement climatique. Il est également agronomique, puisqu'il s'agit de restaurer la fertilité des sols. Il est également environnemental dans le fait de vouloir limiter l'utilisation des intrants et permettre une plus grande autonomie des systèmes. Et puis enfin, il est socio-économique parce qu'on est également face à des exploitations agricoles qui souhaitent conserver, renforcer leur viabilité économique et la viabilité sociale, c'est-à-dire qu'on a vraiment la dimension sociale à travers le temps de travail, la capacité à pouvoir intégrer de nouvelles productions et de nouveaux itinéraires techniques dans le quotidien des agriculteurs était un élément essentiel. On a construit ce programme en allant de la parcelle au territoire, avec tout d'abord la construction, et on peut même dire la co-construction avec des chercheurs, des techniciens, les coopératives et les agriculteurs, évidemment, la co-construction de nouvelles rotations qui avaient pour objectif d'être positives en carbone et en fertilité. Et on a travaillé en s'appuyant notamment sur un certain nombre de règles, telles que l'idée de couvrir au maximum le sol le plus longtemps possible, d'intégrer des engrais, des amendements, des légumineuses, etc. Vous avez là la liste des différents points clés qui ont servi à construire ces rotations. Et ces rotations, ensuite, elles ont été choisies, retenues par les agriculteurs du groupe qui ont dit, très bien, moi je suis d'accord pour tester à l'échelle de mon exploitation sur des parcelles de 3 à 5 hectares certaines de ces rotations. Et puis, on a une deuxième approche qui est plutôt une approche territoriale, qui est autour de l'idée de valoriser les produits et les coproduits et de faire le lien entre les nouvelles rotations, ce que cela suppose en termes de débouchés, ce que cela suppose en termes de valorisation des produits. Et c'est également le développement de travaux
et de réflexion autour des échanges entre éleveurs et céréaliers et autour de la mobilisation de la matière organique. L'Ariège se situe au pied des Pyrénées et en quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, on passe d'une plaine qui aujourd'hui est en demande de matière organique à des zones de montagne où très clairement aujourd'hui on se situe plutôt en excédent. Donc là, on s'est dit qu'il y avait évidemment quelque chose à faire. Et on a travaillé dans le suivi de ces parcelles pilotes avec un système de modélisation du bilan carbone, c'est le modèle AMG, pour pouvoir étudier sur le long terme les impacts en termes de stockage de carbone. Donc je vous donne là quelques petites photos qui présentent deux types de cultures qui ont été testées dans le projet. Alors, le colza associé, on peut dire, voilà, une culture et un suivi qui était connu, qui était déjà un petit peu pratiqué sur le territoire. Le projet a permis très clairement de l'éprouver, de le vérifier beaucoup plus fortement d'un point de vue technique. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une pratique qui est facilement intégrée par les agriculteurs et qu'on peut diffuser de manière massive. Un deuxième exemple, c'est le lupin. Donc voilà une culture totalement nouvelle qui était assez peu connue et pas du tout pratiquée par les agriculteurs, qui est intéressante en termes de valorisation, puisque c'est une valorisation pour un usage de l'alimentation du bétail. Donc ça sert aussi à construire des échanges entre éleveurs et céréaliers. Et c'est quelque chose alors qu'on a démarré un peu à tâtons, mais qui reste quelque chose d'intéressant à conduire. Aujourd'hui, donc, le projet s'est appuyé sur 13 parcelles pilotes, comme je l'indiquais, avec 4 contextes différents. Donc, une plaine irriguée, et on a entre 2 et 6 rotations, 4 pour 1000, qui ont été testées par contexte. Donc, plaine irriguée, coteaux en sec, polyculture élevage et bio. Donc, 4 contextes pour pouvoir comparer et voir lesquels sont les plus peut-être en capacité de contribuer au stockage de carbone. Ce qu'il en ressort, c'est plusieurs exemples de stockage de carbone. Donc, je vais commencer par celle-ci. C'est l'exemple d'une parcelle, c'est celle de Jacques, et je vais laisser Jacques la présenter. Bon, c'est une parcelle sur sol sableux, en bordure de rivière. Et donc, on est parti au départ en 2017 sur un orge d'hiver. Et donc, j'ai pris l'initiative, avant que le projet démarre, de semer des couverts à la volée dans la culture avant de moissonner. C'est quelque chose qui a très bien marché cette année-là parce qu'il y a eu de la pluie dans l'été. Et on a eu des bons développements du sorgho fourragé. Et on avait fait des essais aussi avec du sarrasin. Et ensuite, on a semé une fève-rolle en couvert, en double couvert en fait, après le sarrasin et le sorgho. Par la suite, en culture, on a mis un sorgho grain. Alors, c'est une parcelle qui n'est pas irriguée, qui est en sec. Et ensuite, après le sorgho, on a semé une fève-rolle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'après une céréale à paille ou un maïs grain qui est très carboné, c'était mieux de mettre une légumineuse qui arrive à profiter du carbone. Et ensuite, bon, vu la déconvenue de l'année, on a eu des inondations, on a eu pas mal d'eau. En fait, on a conservé le couvert de fève-rolle qu'on a dû récolter parce qu'on a perdu des parcelles ailleurs pour pouvoir faire les couverts pour cette année, en fait. Ensuite, on a éprouvé un soja. Du coup, ce soja, il est devenu une fève-rolle. Et ensuite, après la fève-rolle, un blé dur. Après ce blé dur, on pense mettre un sorgho fourragé, encore en double couvert, avec du trèfle et des radis fourragés, qui fonctionnent pas mal. On a fait des essais en radis fourragés cette année, avec 5 pieds du radis chinois, en l'occurrence. Avec 5 pieds par mètre carré, on arrive à faire 10 tonnes de matière sèche rien que de feuilles, sans compter la racine. Pourtant, on a eu un été très sec et ça a démarré vraiment en septembre. Après ce couvert, on mettrait un maïs grain. Ensuite, après le maïs grain, on remet une fève-rolle en couvert. Ensuite, après la fève-rolle, ah oui, c'est la culture de fève-rolle, pardon. Après le maïs, c'est une culture de fève-rolle. Et ensuite, pour les effets bénéfiques de la fève-rolle sur le colza, ça permet d'avoir. J'ai déjà fait des tests en fait.
la févrole, de l'azote qui est rentabilisé par le colza. Et ensuite, les levées de févrole de la récolte nous permettent de faire un couvert associé en réalité. Et on a des colzas qui démarrent mieux, et associé avec la févrole, on n'a quasiment pas d'altide. Chaque fois que j'ai fait des essais, on n'a pas besoin de traiter sur les altides. Et ensuite, après le colza, on revient sur un blé dur. J'ai oublié que c'était associé le colza avec du trèfle violet aussi. Mais bon, moi, dans ma démarche, je pense que je vais faire un colza avec une luzerne que je garderai 3 ans et que je ferai, si vous voulez, conserver la luzerne sur 3 ans et faire 3 céréales sur la luzerne sans la détruire l'hiver. En fait. Et essayer de la gérer au printemps, récolter les céréales et ensuite servir du couvert permanent pour enrichir le sol en carbone. Et voilà, après c'est la fin de la rotation et après on redémarrera, on verra au bout de 8 ans ce que ça donnera. D'après les mesures qu'on a fait sur les 3 dernières années, on a gagné, en fait, on est parti en 2018 sur 1,3% de matière organique. Et d'après les simulations qu'on a sur 100, combien c'est 100 ans. 100 ans, ouais. 100 ans, on arrive à gagner 1,2% de matière organique. Et en tonnes, eh bien, on passe de 27 à 50. Voilà, de 27 à 50 tonnes de carbone stocké. Voilà. Et à mon avis, je pense qu'on peut faire mieux, parce que là, on est sur une période courte. On peut stocker plus en faisant des couverts, des doubles couverts entre les cultures. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, il y a des gains forts en termes de stockage de carbone et également en termes de matière organique. On double le taux de matière organique en 100 ans. Et puis, ce qu'on voit aussi en matière d'accompagnement, c'est qu'on est amené à s'ajuster, à se réajuster, et que pour autant, on a une rotation qu'il est intéressant de suivre au-delà de la durée du projet. Alors, je vais passer sur les différents modèles sur les résultats en matière de modélisation du carbone. Mais vous voyez que en fonction des contextes, on a des résultats qui sont plus ou moins acquis. Aujourd'hui, on peut voir que les pratiques, elles sont stockantes. Le premier pilier, c'est les rotations. Le second, les couverts. Et puis ensuite, le travail du sol. Finalement, pour terminer très très brièvement, parce que je sais que là on arrive déjà, on dépasse un petit peu les 10 minutes et on nous en excusons. Peut-être Jacques, en bilan, peut-être dire toi finalement ce que tu retiens de cette expérimentation et tes perspectives. Moi, ça me conforte dans le fait de continuer et même à améliorer, à faire du semi-direct peut-être si c'est possible. Investir dans un semoir de semi-direct pour approfondir les perspectives quoi. Et enrichir les sols en matière organique parce qu'on s'en rend vraiment compte, on a des augmentations en vers de terre, la faune du sol augmente, on a des taux d'humus aussi, le bilan humique est positif et donc je pense continuer, même améliorer le système. Voilà, merci beaucoup et toutes nos excuses pour le retard pris. On n'a pas le temps de prendre une question maintenant, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la séquence de discussion si vous ne voyez pas d'inconvénient. Donc surtout, ne vous échappez pas, parce qu'il y aura des questions pour vous. On va passer à la présentation de Valissa Ria Anglais. Bonjour. Vous allez bien, voilà. Merci. Bonjour, on vous écoute. Ok. Bon je vous remercie pour l'invitation pour présenter les résultats du projet Microbioterre. Je me présente, donc je suis Wassila Ria Anglais. Je suis chargée de recherche à Unilassal au campus de Rouen et je vais vous présenter aujourd'hui les principaux acquis du résultat Microbioterre, du projet Microbioterre, qui est encore en cours, je le précise. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Outils de diagnostic d'état des sols agricoles en système de grande culture et polyculture élevage ». Donc, le projet Microbioterre s'inscrit dans un contexte agroécologique fort et propice en fait au développement de pratiques favorables à un fonctionnement biologique des sols, tout en contribuant à un meilleur recyclage du nutriment, dont le carbone et l'azote.
D'accord? Et s'inscrit aussi dans la volonté des agriculteurs de réduire la dépendance aux engrais minéraux et de faire évoluer donc, leur système de culture vers des systèmes plus durables et plus respectueux de l'environnement. Les outils qui existent actuellement pour évaluer ces pratiques sont essentiellement basés sur des paramètres physiques et chimiques. Or, évaluer et optimiser les pratiques implique de s'intéresser aussi au fonctionnement des sols. Dans ce contexte, il est important d'intégrer dans cette évaluation des indicateurs qui permettent de nous renseigner sur ce fonctionnement. Il s'agit notamment d'indicateurs biologiques d'état des sols. L'objectif global du projet microbiotaire, c'est de référencer des indicateurs de biologie du sol et plus particulièrement de microbiologie du sol en vue de les intégrer dans l'analyse de terre de routine afin finalement d'améliorer la gestion de la restitution organique dans les systèmes de grande culture et polyculture élevage. Donc, le projet microbiotaire s'est basé sur 18 sites expérimentaux, donc de moyenne et longue durée. Ils ont été sélectionnés donc sur ces sites qui correspondent finalement à 20 essais, sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Ils incluent donc différents contextes agro-pédoclimatiques. Et sur ces sites, 5 pratiques culturelles mises en place depuis au minimum 5 ans ont été étudiées. Donc, il s'agissait notamment de la durée de la rotation, du travail du sol, du couvert intermédiaire, l'implantation ou non d'un couvert intermédiaire, et aussi les systèmes de culture. C'est ce qu'on a appelé système de culture, c'est tout ce qui est système innovant et puis conventionnel, et aussi l'effet de l'apport de produits résiduaires organiques. Donc, sur ces sites, nous avons échantillonné les sols sur une profondeur de 0,20 cm et un panel d'indicateurs a été mesuré sur ces échantillons de sol. Donc, en ce qui concerne les indicateurs physico-chimiques, donc nous nous sommes intéressés, donc nous avons en plus des observations terrain pour évaluer le niveau de compaction du sol, le taux de couverture par des tests bêches notamment. Nous avons mesuré ce qui est habituellement fait dans les analyses de sol, donc tout ce qui est texture, CEC, pH. Et à côté de ça, nous avons aussi procédé à un fractionnement granulométrique de la matière organique pour avoir une idée de toutes les fractions stables et labiles de la matière organique, donc à côté d'une évaluation du carbone labile au KMNO4. À côté de ces paramètres physico-chimiques, nous avons aussi mesuré des paramètres biologiques en lien avec l'abondance des micro-organismes, mais aussi leurs activités. En ce qui concerne l'abondance, donc nous avons mesuré pour les micro-organismes totaux la biomasse, donc le carbone de la biomasse microbienne, l'ADN total, une quantification de l'ADN total. Nous avons aussi quantifié la biomasse bactérienne et fongique en quantifiant le nombre de gènes d'ADN R16S pour les bactéries, 18S pour les champignons. Et nous avons aussi mesuré l'ergostérol, qui est un indicateur. Donc l'ergostérol, c'est un constituant exclusivement fongique. Donc il se trouve dans les parois fongiques. Et pour ce qui est activité, nous avons mesuré des activités globales, telles que l'hydrolyse de la fluorescine diacétate, des activités enzymatiques impliquées dans le cycle du carbone, il s'agit notamment de la bêta-glycosidase. Nous avons aussi mesuré un panel d'activités impliquées dans le cycle de l'azote, qui est la leucine aminopeptidase, la protéase et la rhélamidase. À côté de ces activités, nous avons suivi la minéralisation du carbone et de l'azote sur 28 jours. Nous avons aussi défini ou mesuré l'azote potentiellement minéralisable et l'azote biologiquement minéralisable. Donc, je vais passer sans tarder aux résultats parce que le timing est très serré. Donc, sur cette diapositive, j'ai représenté les indicateurs ou le jeu d'indicateurs que nous avons retenu pour l'outil microbiotaire. Donc, ce choix a été fait sur un ensemble de critères. Qui nous ont permis finalement de retenir ces indicateurs. Donc, nous avons dans la première colonne la liste des indicateurs qui a été retenue et qui correspond finalement pour tout ce qui est carbone, azote au fractionnement granulométrique de la matière organique. Pour ce qui est de l'abondance, nous avons retenu le carbone de la biomasse microbienne et l'abondance fongique déterminée par le nombre de copies de gènes. Nous avons retenu les activités enzymatiques en dehors de la FDA et puis l'azote biologiquement minéralisable. Nous avons aussi dans les autres colonnes les différentes pratiques que nous avons étudiées. Ainsi, on peut voir que nous avons des différents degrés de vert. Finalement, le vert, sur quoi il nous renseigne, le vert, en fait, l'intensité de cette couleur, elle nous renseigne sur l'aptitude discriminante de l'indicateur en fonction de sa réponse à la pratique. On peut voir ici clairement qu'on a, par exemple, tous les indicateurs répondent ou arrivent à discriminer fortement toutes les pratiques en lien avec les apports de produits résiduaires organiques.
contrairement à tout ce qui est couvert intermédiaire, par exemple, ou les systèmes de culture. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la dernière colonne où, là, on voit le bilan toute pratique. Donc, il y a deux choses à retenir sur cette diapositive. Donc, c'est que les indicateurs, ils ont un pouvoir discriminant en fonction de la pratique et que tous les indicateurs que nous avons retenus, ils ont un pouvoir discriminant qui est égal ou supérieur à celui du carbone organique et de l'azote total, qui, je rappelle, sont deux indicateurs qui sont couramment mesurés dans tout ce qui est diagnostic d'état des sols. Donc, maintenant que nous avons mesuré l'indicateur, il s'agit de pouvoir dire finalement comment nous allons interpréter cet indicateur. Donc, nous avons procédé pour cette interprétation en deux étapes. Donc, nous allons voir déjà est-ce que la valeur est comprise dans les référentiels. On sait très bien que les référentiels, bon, on a toujours eu ce problème-là, c'est que les référentiels ne sont pas très étoffés, mais ça fait quand même un début avec le projet microbiotaire. Donc, nous avons un référentiel global qui inclut tous les contextes agro-pédoclimatiques que nous avons étudiés et nous avons aussi fait des sous-référentiels, si on veut, établis en classes de texture, selon des classes de texture, et ces classes de texture sont définies par le taux d'argile. Okay, donc, si on prend par exemple ici l'exemple de la biomasse fongique, si on veut finalement voir le deuxième degré d'interprétation, et là, c'est de pouvoir qualifier le niveau de l'indicateur, nous nous sommes basés donc sur une technique utilisé par Cornell University. Donc là, on a juste divisé notre jeu de données. Sur l'ensemble du jeu de données, on l'a juste divisé en 5 niveaux de valeurs avec des paliers à chaque fois de 20%. La question qui peut se poser maintenant, c'est que l'objectif, c'est quand même d'arriver à évaluer une fonction, alors que depuis tout à l'heure, nous parlons d'un indicateur. Donc, comment allons-nous faire finalement, comment nous allons passer de l'indicateur au conseil agronomique? Donc, maintenant qu'on sait mesurer l'indicateur, comment nous allons procéder? Finalement, en fonction de l'objectif de l'agriculteur et en fonction des pratiques, de l'info qu'il va nous donner sur les pratiques culturales, nous allons pouvoir déployer un menu analytique. Et en l'occurrence, un des menus microbiotaires, parce qu'il va y avoir peut-être quelques variantes de ce menu. Donc, la mesure de cet indicateur va nous permettre d'établir un diagnostic fonctionnel et dire finalement, est-ce que la fonction est satisfaisante ou pas? Comment allons-nous faire ça? C'est grâce au travail qu'on est en train de réaliser actuellement et finalement qui consiste à étudier quelle est la nature de la relation qui existe entre l'indicateur et la fonction. Dans le projet microbiotaire, nous avons défini 3 grandes fonctions, le recyclage du nutriment, transformation du carbone et structure du sol. Et ces 3 fonctions ont été découpées en 15 sous-fonctions. Comme vous pouvez le voir ici, un paquet bleu, jaune et vert. Okay, donc, une fois qu'on a étudié le lien qui existe entre l'indicateur et la fonction, nous allons en parallèle établir ce que nous avons appelé le niveau souhaitable de ces fonctions de stockage et de transformation. Et ce niveau souhaitable des fonctions, il va être établi en fonction du contexte agronomique, mais aussi du contexte pédoclimatique. Ainsi, par la mesure de l'indicateur, nous allons pouvoir établir un diagnostic fonctionnel. Et à partir de ce diagnostic fonctionnel qui va nous dire est-ce que la fonction est satisfaisante ou non en fonction de l'état souhaitable, nous allons pouvoir donner des indications sur quels sont les leviers potentiellement déclenchables en fonction de la pratique agricole. Donc, finalement, quelle est la finalité du projet microbiotaire qui est encore en cours? Donc, nous allons finalement mettre en place un guide de diagnostic et de conseil, donc qui sera mis à disposition des agriculteurs, mais aussi des conseillers. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce diagnostic peut avoir peut-être quelques variantes. Donc, on va avoir un diagnostic standard et peut-être un autre plus approfondi. Et pour pouvoir déployer cet outil le plus largement possible et puis en parler et pour que les gens puissent en prendre connaissance, nous allons aussi entreprendre une action pédagogique en termes de formation continue pour tout ce qui est conseiller technique agriculteur, mais aussi pour tous les étudiants en BTS et puis les élèves ingénieurs. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous les partenaires du projet et j'espère ne pas avoir dépassé les 10 minutes. Merci beaucoup, Wassila, c'était parfait. Il y a quelques questions, il y a des questions pour vous. Question première, c'est en fait sur le coût que ça pourrait représenter, soit avec le kit complet, soit avec un kit centré sur un objectif d'action pour un agriculteur. Combien ça représenterait une analyse de cette sorte-là?
Alors, le prix, il n'est pas tout à fait exact parce qu'on est on est en train de voir tout ça, mais ça dépend aussi de plusieurs paramètres. Donc, nous, on s'était basé sur une analyse qui ne dépasserait pas les 250 euros. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la démarche microbiotaire, nous avons essayé de calibrer toutes les mailles de la chaîne en se disant, on laisse plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'au niveau de l'échantillonnage, il y a une certaine flexibilité. On n'est pas obligé de faire appel au laboratoire pour qu'il fasse l'échantillonnage, mais pour cela, nous avons mis en place des documents, nous avons mis en place des supports qui vont peut-être montrer la stratégie d'échantillonnage. Nous avons aussi calibré une certaine gamme de variations de l'humidité et la période aussi. Donc, on se dit, si l'agriculteur fait ce travail lui-même, parce qu'il aura les supports à disposition, on pourrait très bien en fait réduire ce prix-là. Et donc, l'idée, c'est de proposer quelque chose de standard et quelque chose de plus approfondi. Mais on est aux alentours de 250 euros. Si, par exemple, voilà, si tout est pris en charge. D'accord. Et quels seraient les indicateurs les plus pertinents pour, par exemple, étudier l'effet de certains leviers, par exemple le résidu, l'étude d'impact de retour de digesta au sol? Ben, justement, c'est en fait cette pratique, en fait, tout ce qui est apport de matière organique exogène, par exemple, c'était une pratique qui a été très très bien renseignée dans le cadre du projet microbiotaire parce qu'on a eu plusieurs sites. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle, à terme, on pourrait vraiment donner du conseil, en tout cas, juste après la fin du projet, on pourrait donner du conseil qui soit vraiment très optimal, on va dire, contrairement à d'autres pratiques. Ici, comme on a vu tout à l'heure sur la diapo, on avait tous les degrés de nuances de vert. On pourrait partir pour les apports de pro, par exemple, ou même un apport de matière organique exogène sur un fractionnement granulométrique, un carbone de la biomasse et une activité enzymatique serait largement suffisant pour peut-être évaluer un diagnostic à ce stade. Après, voilà, tout dépend des infos qu'on aura sur la pratique et de l'objectif de l'agriculteur, bien entendu. Merci. Alors, encore le temps pour relayer deux questions, parce qu'il y en a beaucoup aussi pour vous. Le premier, c'est les sites que vous avez pris ne couvrent pas la France entière, et en particulier, il n'y a pas de site méditerranéen où on a un contexte climatique particulier. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Et en fait, ça revient à, si je tire un peu cette question, c'est en fait comment vous identifiez ou comment vous avez identifié les valeurs cibles, en fait, les valeurs optimales des indicateurs, des valeurs, quoi, qui sont très liées en fait, au contexte dans lequel ça s'est mis en place. Donc, comment vous intégrez ça? Alors, pour la première question, donc on avait des contraintes par rapport à tout ce qui est par rapport au choix des sites, parce qu'on voulait quand même des sites de moyenne et longue durée. Donc, on s'était concentré sur des sites qui étaient très bien renseignés, parce que dans les critères de choix des indicateurs que nous avons gardés, il y avait 5 critères. Le premier critère, c'était la co-corrélation entre indicateur et la redondance de l'information, c'est-à-dire deux indicateurs fortement corrélés qui renseignent sur la même information, on ne va pas les garder. La variabilité spatiale des indicateurs, elle était prise en compte. La réponse des indicateurs aux pratiques, c'est ce que j'ai présenté, mais aussi le lien avec la fonction du stockage du carbone et aussi le coût, acceptabilité et faisabilité technique. D'accord? Donc tout ça, ça a été intégré pour arriver à ce que j'ai présenté actuellement sur le menu microbiotaire. C'était quoi la deuxième question, Christian? C'était la définition du niveau optimum, en fait. Et ça... Alors, le niveau optimum pour la fonction? Oui. Alors, le niveau optimum pour la fonction. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est basé sur une très large étude bibliographique. En fait, il s'agit de voir finalement, en fonction de la pratique et du contexte pédoclimatique, nous allons cibler quand même les contextes pédoclimatiques que nous avons testés dans le cadre du projet dans un premier temps et voir finalement comment on va déterminer. Alors, ce ne sera peut-être pas une valeur, ce ne sera pas peut-être un optimum, mais ce sera peut-être une gamme de variations. Donc, ce travail-là, il est encore en cours. Donc, je ne dirais pas que la valeur de la fonction va être... le diagnostic de la fonction va se baser sur une valeur, mais il va peut-être se baser sur une gamme de variations. On va peut-être faire un diagnostic pour un agriculteur. Il sera peut-être, avec la pratique qu'il a actuellement, il va peut-être dans un niveau de fonction qui est correct, mais peut-être pas le niveau de fonction attendu. On attend peut-être un peu plus. Donc, on pourrait lui dire comment il pourrait faire pour améliorer. Mais ce ne sera pas une valeur. Pour répondre à la question, je ne pense pas que ce sera une valeur. C'est en cours de réflexion, mais je pense que ça va être des plages de fonctions, voilà, des gammes.
de variation. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, parce que Merci à vous. le temps court. Et donc, on va avoir maintenant une intervention, là aussi à deux voix, avec Paul Pointereau et Quentin Goujon. Merci beaucoup de nous donner la parole. Oui, effectivement, donc Paul Pointereau de la fac agroforesterie et puis Quentin Goujon, qui est ici présent, agriculteur. Pardon, paysan bio en Mayenne, sur l'exploitation de polyculture et élevage. Donc nous allons vous parler de haies, de bocage, et en lien avec le carbone évidemment, mais pas que, et des outils qui ont été développés pour s'assurer qu'ils perdurent dans le temps. Donc, c'est un patrimoine arboré hérité du 19e siècle, les bocages qui émaillent aujourd'hui nos campagnes françaises. Il nous reste aujourd'hui un capital de 750 000 km de haies qui ont survécu aux différents épisodes de remembrement qui sont survenus dès 1945. Et donc, on a perdu les trois quarts de patrimoine arboré que l'on avait historiquement. Donc, ces haies qui nous restent constituent vraiment une ressource indispensable pour les services écosystémiques qui sont fortement attendus pour faire face aux crises climatiques et écologiques, mais elles sont aujourd'hui menacées. Donc, elles doivent faire vraiment l'objet de toute notre attention pour ne pas dépasser le seuil de non-retour et de résilience. Donc, pourquoi elles sont fortement attendues ? Effectivement, vous savez sûrement, mais la haie constitue vraiment un couteau suisse de l'écologie. Elle remplit un bouquet de services. Donc, effectivement, au niveau du carbone, le bocage constitue un réservoir de carbone important. On parle de 1 km de haie pour 128 tonnes de carbone stocké pour une haie adulte. Mais c'est aussi du carbone évité, puisque le bois issu des haies constitue une ressource d'énergie, biomasse, de substitution aux énergies fossiles. Donc là, on peut aller jusqu'à 1,32 tonnes équivalent de CO2 carbone empreinte. Mais c'est aussi, par ses racines, qui a le pouvoir de filtrer les polluants contenus dans le sol de 50 jusqu'à 90%. Ça freine l'érosion aussi du sol et donc ça maintient une fertilité sur les parcelles agricoles. Donc on peut aussi éviter de 15 à 75% la perte de rendement. Et puis c'est un réservoir de biodiversité très important, notre biodiversité ordinaire de nos campagnes, qui est aussi est préservée et maintenue dans ces espaces agricoles grâce à ces éléments pérennes. Donc, cet ensemble de fonctions-là qu'on vient de citer, elles sont maintenues, elles sont assurées par un bon état écologique de la haie, qui lui-même est finalement conditionné par une bonne gestion de ces haies et une bonne répartition et densité fonctionnelle sur l'exploitation agricole et dans le territoire. On oublie souvent en fait ce triangle-là où on se dit une ligne de haies sur une carte suffit pour remplir tous les services qu'on attend, mais en fait il faut descendre dans les échelles et vraiment s'attaquer à la question principale de la gestion des haies. Alors si on décrit un peu cet état écologique que l'on cherche à atteindre, alors bien sûr on va toujours partir d'un potentiel initial, mais on va essayer d'avoir une forme, lui laisser une certaine place sur l'exploitation agricole, donc avec une embase assez large, un ourlet enherbé, des étages qui sont en continuité sur la hauteur et sur la largeur, et puis également un enjeu de renouvellement, où on va chercher à diversifier les âges dans la haie, à faire venir des jeunes brins, parce qu'il y a vraiment un enjeu de vieillissement important sur le bocage en France. On atteint un stade de vieillissement assez important. Donc, il y a un enjeu de faire venir des brins d'avenir dans ces haies. Donc, après, c'est diversité des essences, maintien des micro-habitats, et puis aussi travailler sur la connectivité et un maillage suffisamment dense pour l'ensemble de ces fonctions. L'acteur principal, c'est le principal gestionnaire des haies en France, c'est l'agriculteur. C'est lui qui a le pouvoir finalement aussi de restaurer ces haies, mais qui sont un bien commun. Donc cette responsabilité, elle doit être partagée avec un certain nombre d'acteurs aussi sur le territoire. Et donc
il y a un véritable enjeu à lui faire se réapproprier ces techniques de gestion durable, mais aussi un enjeu à redonner une valeur économique et sociale à la haie. Parce qu'aujourd'hui, si on perd encore 11 500 km de haies, c'est parce que justement, on a perdu cet intérêt économique et d'usage que l'on avait de la haie auparavant. Donc, il y a vraiment un enjeu à retrouver une valeur économique. Un enjeu parce que le scénario After 2050, que vous connaissez probablement, a chiffré, a quantifié la hauteur à laquelle la haie devait contribuer pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris et de la COP 21. La haie doit contribuer à l'atteinte des 10% d'infrastructures agroécologiques dans nos exploitations agricoles pour le maintien de seuil de biodiversité, doit contribuer à stocker 53 millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l'espace agricole pour compenser 9,6% des émissions issues de l'agriculture, qui devraient avoir baissé d'ici 2050. Et puis également à produire de la biomasse pour qu'elle représente jusqu'à 15% de la consommation en énergie de l'agriculture. Voilà la place à laquelle est hissée la haie pour l'atteinte des objectifs à 2050. Et concrètement, cela passe par la préservation et la restauration de ce patrimoine arboré de 750 000 km de haies, et puis par la multiplication du rythme de nos plantations. Donc il va falloir aussi doubler ce rythme-là pour doubler finalement le linéaire existant et atteindre 750 000 km de haies plantées d'ici 2050. Donc pour agir concrètement, donc la fac agroforesterie avec des agriculteurs, dont Quentin fait partie, et puis leur structure de valorisation, on a développé un label, le label E, qui a été créé en 2019 pour engager cette restauration des haies avec les agriculteurs sur tout le territoire français. Donc, c'est une certification qui garantit les bonnes pratiques de gestion durable des haies, qui garantit aussi une distribution locale et d'une ressource effectivement renouvelée. Donc, on a 2 cahiers des charges, le cahier des charges gestion et le cahier des charges distribution. Et donc, le cahier des charges gestion, il regroupe pour la première fois les indicateurs de gestion durable de ces haies, donc qui est vérifiable et contrôlable sur le terrain. Donc, ce sont des indicateurs qui vont garantir qu'on respecte bien la réglementation, qu'on a bien un renouvellement de la haie après coupe, quand on souhaite la renouveler, qu'on maintient des micro-habitats, qu'on n'a pas de pratiques dégradantes, usage de produits phytosanitaires sous la haie, brûlis, et puis qu'on préserve aussi cette maille bocagère, donc pas de surexploitation par exemple. Et donc on a un contrôle externe fait par Certis, mais une procédure de certification aussi qui est mixte avec des audits internes pour que les agriculteurs puissent aussi se rencontrer au pied des haies. Ce label, au-delà d'un outil de certification, c'est surtout aussi un outil économique pour l'agriculteur. L'objectif, c'est que, on l'a dit, qu'il retrouve un intérêt économique, ça devienne un atelier de son exploitation. Et donc, ce label, c'est un moyen en fait, de garantir à des potentiels acheteurs, par exemple une collectivité qui a une chaufferie collective, qu'ils s'approvisionnent bien en bois à énergie locale et bien renouvelée. C'est aussi pour des paiements pour services environnementaux. Actuellement, il y a une expérimentation portée par le ministère de l'écologie et des agences de l'eau. Ça garantit que les services écosystémiques rendus par l'AE sont effectivement rendus. Par exemple, pour les produits agroalimentaires également, on pourrait avoir une valeur ajoutée aux produits avec le label. Mais c'est aussi pour le marché du carbone intéressant. Le label E a été reconnu dans la méthodologie E du label bas carbone qui a été déposé par les chambres d'agriculture et validé par le MTE. Et il permet aux agriculteurs de faire un pont directement dans ce label. Je vais laisser la place et la parole à Quentin pour dire effectivement, pour toi, en tant qu'agriculteur, comment ça constitue un atelier économique aujourd'hui pour ton exploitation. Oui, juste revenir sur la création du label, donc qui a bien été, comme tu l'as dit Paul, écrite par un groupe d'agriculteurs Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, dont je faisais partie. Donc les indicateurs ont été écrits par des professionnels qui gèrent les haies et qui demain sauront l'appliquer.
Donc, on a voulu ce label accessible à la plupart, évolutif aussi. Ça veut dire qu'on ne regarde pas trop forcément ce qui a été fait derrière, mais c'est un engagement pour le futur. Et ce qui compte, c'est d'emmener tout le monde vers la bonne gestion des haies en place et la redensification du maillage. Donc, pour revenir sur la partie un peu économique qu'un agriculteur peut retrouver, si on cumulait le PSE plus la valorisation du bois énergie et le label bas carbone, nous, par exemple, sur notre ferme de 130 hectares avec 9 km de haies, cela pourrait représenter autour de 4 500 € par an. Donc, ça redevient une activité agricole à part entière. Et c'est aussi la chose qu'on veut montrer par ce label haie, c'est que le bois est une production à part entière agricole. Lorsqu'une haie est bien gérée, elle est productive, elle est intéressante pour le maillage du territoire, elle est intéressante pour nos animaux, pour la biodiversité. Donc voilà, et du coup, sur le département de la Mayenne, on a réalisé des pré-audits au sein de la site Mayenne Bois Énergie, donc qui gère le bois sur le département. Et sur les 37 agriculteurs pré-audités, 35 ont réussi à accéder, à rentrer dans le label, donc pour bien montrer que ce label est accessible à tous. Donc très rapidement, pour finir, effectivement, le label donc, fait partie de l'expérimentation PSE. Il est un outil de mise en œuvre de cette expérimentation. Donc là, ce sont près de 50 territoires qui vont s'engager dans ces PSE et dans la mise en œuvre du label. Et donc, effectivement, ça a été reconnu aussi par la Commission européenne par la capacité à assurer et à contrôler qu'on a une gestion durable effective pour les haies. Donc, pour les PSE, il y avait un enjeu de montrer qu'on était au-delà de la PAC actuelle, qui n'exige aujourd'hui qu'un maintien de ces éléments. Déjà ça, mais là, on va plus loin et on assure un bon état. Et donc, effectivement, donc, comme le disait Quentin, là, dans son modèle économique, l'agriculteur est rémunéré pour cette action de bonne gestion et les services écosystémiques fournis. Donc, ça peut représenter des sommes intéressantes et importantes. Et c'est la première fois que l'on reconnaît et que l'on rémunère les services que rendent la haie aujourd'hui. Et donc, on ne le voit pas, ça change considérablement la vision qu'on a de la haie. On ne la voit plus comme une simple contrainte ou charge sur une exploitation agricole, mais comme un atout et un objet économique. Merci pour cette présentation, Paul et Quentin. Il y a quelques questions et on va en prendre une ou deux pour vous. La question du choix des essences, en fait, comment vous le réfléchissez? Et notamment, est-ce que vous le réfléchissez au regard d'autres services, biodiversité ou limitation des espèces envahissantes? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que donc, le label, c'est avant tout un cahier des charges qui se pose sur la gestion durable de la haie. Donc, ce n'est pas un cahier des charges sur la plantation de haies. Il faut bien distinguer les choses. Les cahiers des charges sur la plantation étaient énormément développés dans les territoires. Aujourd'hui, on est vraiment sur comment on fait en sorte que la haie, même qu'on a plantée, puisse perdurer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un enjeu massif qui se pose sur les haies qui ont été plantées, des fois avec des programmes de plantation qui ont 10-15 ans, où la haie n'est pas du tout intégrée dans le système agricole. Et donc, on l'a réduit à peau de chagrin en passant le lamier ou les pareuses. Donc, on a des haies qui sont très mal entretenues. Et donc, là, l'enjeu de ce label, c'est de pouvoir laisser la place à la haie de pousser, s'épanouir et prendre de la place. Donc, c'est vraiment, on n'est pas sur un cahier des charges lié aux essences, mais sur un cahier des charges de pratique et d'emprise, on va dire, de la haie. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va essayer de prendre de la distance et avoir une discussion transversale. Et rebondissant sur votre dernière diapositive sur les paiements pour services environnementaux, c'est une question que j'adresse à tout le monde et en particulier donc à vous, Paul, Quentin, Nicolas et Jacques. Quel est votre regard sur les propositions qui sont en discussion dans le cadre de la future réforme de la PAC autour des paiements pour services environnementaux?
et dont un certain nombre visent à contribuer au stockage de carbone, soit dans les sols, soit dans les strates aériennes. C'est quoi votre analyse aux uns et aux autres? Pour une fois, les réflexions vont dans le bon sens, au niveau, que ce soit au niveau du sol des plantes en général. Et on se détache un peu de la partie production pour raisonner sur du plus long terme. Et il était temps, quoi. Je trouve que c'est une bonne orientation pour notre agriculture. Merci Quentin. Jacques, peut-être? Je trouve que ça va dans le bon sens. Disons, on fait ce qui rapporte et on ne fait pas ce qu'il faut faire en réalité. Donc, voilà, tout ça parce que ce n'est pas accompagné financièrement. Donc, forcément, on est obligé d'aller chercher de l'argent quelque part dans des cultures rémunératrices qui ne sont pas forcément saines pour l'environnement. Forcément, on pollue davantage et c'est pas bon, quoi. On en est conscient. Hein. D'accord. Alors, vous avez, dans votre exemple, comme dans celui sur la haie, mis en avant la question des démarches qui seraient de type certification, même si le label haie est une vraie certification. Sur le chat, quelqu'un mentionnait la certification ROC aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller relativement loin dans des logiques de certification, à la fois certification des moyens et certification des résultats autour des démarches que vous avez mis en œuvre, à la fois avec ce que ça permet d'atteindre, mais aussi le danger, en fait, qui est que s'il y a un contrôle et que tout d'un coup, le résultat n'est pas atteint parce qu'il y a un aléa quelconque, ça peut conduire à mettre en danger toute une trajectoire. Donc, est-ce que vous avez des réflexions sur ces logiques de certification dans les groupes auxquels vous appartenez et auxquels vous pilotez et que vous contribuez à piloter? Quentin, peut-être que tu peux témoigner de... Sur la certification de groupe, là, du coup, Oui. Le but, il était de réussir à prouver nos pratiques et jusqu'aux consommateurs de bois, en fait. Et je trouve que cette partie de certification à plusieurs, elle est économe déjà. Elle permet de garantir un niveau d'exigence suffisant pour nos pratiques et sans mettre trop d'argent sur la table pour aller jusque-là, en fait. C'est un peu mon point de vue. Le but, c'était comment prouver aux consommateurs de bois que nous gérons bien les haies lorsqu'il ne peut pas venir voir directement notre gestion. Nicolas et Jacques, vous avez quelque chose à ajouter? Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que d'une part, effectivement, il y a toujours, entre guillemets, ce danger lorsqu'on rentre dans une certification. On l'a vu, lorsqu'on met en place des rotations expérimentales, on ne peut pas forcément suivre exactement le programme prévisionnel. Et donc, il est toujours important de permettre à l'agriculteur d'avoir des sorties et des manières d'ajuster les choses. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on trouve des thématiques, des sujets où il y a une vraie convergence entre ce qui est bon pour l'agriculteur, notamment lorsqu'il est soucieux de son sol, et ce qui est bon pour la société. Et c'est sans doute là, sur ces sujets-là, qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir forcément en compensation de quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de la logique même de l'agriculteur. Il faut plutôt aller vers des choses qui sont en convergence. Quitte ensuite, un petit peu comme le disait tout à l'heure Jacques, on a pu le voir dans les tests, il y a parfois des freins. Aujourd'hui, il y aura des freins au déploiement de certains des leviers qui ont été identifiés, des freins qui sont simplement économiques. Donc, est-ce qu'une certification peut permettre de compenser une certaine perte économique à un moment donné? Alors, ça pose aussi toujours des questions plus générales autour du fait qu'est-ce qu'un agriculteur il doit vivre de la vente de ses produits, est-ce qu'il doit vivre aussi pour des services environnementaux auxquels il contribue? C'est toujours une question un peu plus large qu'il faut prendre en compte. Oui, si je peux compléter, mais effectivement, il y a, en tout cas pour le label, on a le label haie, on a effectivement intégré toute la notion d'acquisition progressive des connaissances et des pratiques. Ça, c'est très important. On a inscrit les indicateurs en différents niveaux à atteindre au bout de 10 ans
Donc ça retrace aussi la trajectoire des agriculteurs qui ont évolué dans leurs pratiques. Et donc on laisse un certain temps aussi pour améliorer ces pratiques dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très regardé aussi par les agriculteurs pour pas avoir un saut trop important à franchir. Et puis après, dans tout label, en fait, on a la gestion des écarts, ce qu'on appelle la gestion des écarts. C'est-à-dire que effectivement, on a le droit de se tromper une fois et on gère cet écart, on fait des avertissements, on suspend, on reprend. Donc c'est pas tranché noir ou blanc, on exclut du label ou etc. Donc il y a vraiment un accompagnement de la pratique et on n'est pas dans une certification sanction, mais vraiment une certification accompagnement. C'est vraiment le moyen aussi d'accompagner. Et je rejoins aussi ce que disait Nicolas, c'est la notion de aujourd'hui le label permet aussi d'accéder à des nouveaux débouchés économiques qui n'existent pas jusqu'alors ou qui sont auxquels on ne peut pas accéder. Donc là c'est aujourd'hui apporter un bilan, on va dire un intérêt économique à la haie, c'est primordial pour la préserver. C'est ce qui permettra de préserver les haies aujourd'hui en France. Si on n'a pas ça, c'est clair qu'il n'y a aucun intérêt ni d'en planter, ni de les préserver. Donc aujourd'hui, si on ne développe pas une économie autour de la haie, on n'arrivera pas à maintenir ce qu'il nous faut dans les exploitations agricoles. Donc il faut vraiment que ça redevienne un espace intégré à l'exploitation agricole. Par rapport à cette question des valeurs objectives et aussi des façons d'y arriver, en fait, avec quels interlocuteurs des pouvoirs publics ou les agences de l'eau avec qui vous discutez? Et donc, dans quel espace ça se produit, ça se met en œuvre? Alors, là, vous parlez peut-être de l'expérimentation PSE, hein? Mais au-delà de l'expérimentation PSE, mais la création d'un label, en fait, c'est une forme de relais. Et puis, les démarches de transformation, même si elles ne sont pas encore labellisées, comme ce qu'ont présenté Nicolas et Jacques, de fait, elles doivent, si on veut qu'elles soient reconnues, il faut qu'elles soient, pour être reconnues, il faut qu'elles soient reconnues par des interlocuteurs. On ne peut pas on peut se reconnaître soi-même, mais ça conduit pas loin, quoi. Et donc, il faut que ce soit reconnu par d'autres. Si il doit y avoir à la fois consentement à payer, mais aussi incrustation ou positionnement dans des démarches institutionnelles. C'est vrai que si je peux continuer après, je serai parole à Nicolas. Aujourd'hui, la question de la gestion des haies, elle était très très peu abordée dans les politiques publiques. On a beaucoup travaillé sur la plantation de nouvelles haies, mais on a peu attribué de crédit sur la question de la gestion. Donc là, ce label, il est l'occasion de pouvoir développer une animation territoriale autour de cette thématique. Et les pouvoirs publics, que ce soit agence de l'eau, OFB ou ministère agriculture et écologie, ont besoin aussi d'identifier cette démarche-là et de pouvoir reconnaître cette action sur les exploitations agricoles et de s'appuyer sur des garanties. Et c'est vrai que on est de moins en moins sur des logiques de moyens, mais beaucoup plus sur des logiques de résultats. Et les services écosystémiques sont justement l'occasion de se dire, voilà, on veut des résultats. Et c'est là où la certification peut être très intéressante pour l'articuler avec un programme porté par une politique publique, parce que sont souvent des logiques, des indicateurs, une animation très particulière qui nécessite plein de compétences et qui seront très dures à intégrer directement dans une réglementation, que ce soit la PAC ou autre. Donc, c'est finalement une externalisation de la complexité, mais qui va être mieux gérée que directement dans une politique publique. Donc, la reconnaissance, par exemple, que l'on a eu du label, c'est vraiment à travers les PSE expérimentaux où les agences de l'eau s'en sont saisies pour amener cette question dans les territoires aussi. Merci. Peut-être pour étendre un tout petit peu la question et puis remettre Vassilia dans la discussion. En fait, dans cette question de logique de résultats et d'indicateurs pour être reconnus, est-ce que, Vassilia, selon vous, des indicateurs travaillés autour de la caractéristique du sol et de l'activité biologique des sols, tels que vous avez pu le mesurer via l'analyse microbiologique et même au-delà, l'analyse du microbiote auquel on aura accès tous demain matin, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait servir de base à une discussion transversale avec des pouvoirs publics, avec des agences, avec
avec des structures qui auraient besoin de faire reconnaître des activités carbone? Tout à fait, je pense que c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, dans certaines régions, c'est déjà en cours, hein. Donc, nous avons plusieurs projets qui sont aussi construits pas qu'avec des acteurs scientifiques ou des agriculteurs, mais on a des instances de ce type-là. Donc, oui, c'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable. Ça sensibilise un petit peu toutes ces instances à la mise en place de toutes ces démarches. Donc, oui, c'est tout à fait envisageable. Merci. Nicolas et Jacques, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vous ai interrompu. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, la question de la reconnaissance et puis derrière de la capacité à transférer et à diffuser les innovations et à les rendre plus appropriées de manière massive, elle se pose tout au long d'un projet. Et par exemple, nous, lorsque l'on a été sur la phase de co-conception des rotations, il s'agissait d'essayer de tester des choses avec l'idée déjà de se dire ne cherchons pas à faire les choses les plus en rupture, au risque que derrière il y ait trop peu d'agriculteurs qui puissent s'y retrouver. N'essayons pas de tester des cultures dont on sait qu'il n'y aura pas du tout de valorisation derrière du produit, aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc, c'est ce travail-là d'essayer de trouver, de placer le curseur au bon endroit entre innovation et, une fois qu'on aura éprouvé l'innovation d'un point de vue technique, la faisabilité de son transfert. Là, une structure comme par exemple l'Agence de l'eau, bon, elle a cofinancé le projet du COPEI. Elle a été très très souvent présente dans nos instances de suivi du projet, comme elle est beaucoup sur toutes nos actions auprès de ce type d'agriculteurs. C'est la même chose au niveau des coopératives. Il était vraiment essentiel que les opérateurs de collecte soient impliqués dans le projet pour qu'on n'ait pas à faire quelque chose qui derrière ne soit pas applicable au lendemain de la clôture du projet. D'accord. Ben, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette session. On est arrivé à la fin de la journée. Il me revient de faire la séquence de clôture. J'essaie de pas être trop long.